Je suis rentré à la maison sans prévenir, j'ai trouvé mon père sous assistance respiratoire à l'hôpital, ma mère et mes frères et sœurs en vacances à Bali. Bonjour, je m'appelle Maya. Je suis arrivé à l'improviste après des années de travail, des années à envoyer de l'argent, à ne jamais manquer un appel quand ils avaient besoin de quelque chose. Mais quand je suis rentré à la maison, il n'y avait personne. Pas de lumière, pas de voix, juste le silence. Et mon père, abandonné dans un hôpital sous assistance respiratoire pendant que ma mère et mes frères et sœurs sirotaient des cocktails à Bali. Alors j'ai fait la seule chose qu'il me restait à faire. J'ai bloqué le compte bancaire. En moins d'une heure, le chaos a éclaté. Mais ce n'était que le début. Quelle sorte de famille fait cela à quelqu'un qu'ils disent aimer? Le taxi a ralenti alors que nous entrions dans le quartier. Un coin du vieux Sacramento qui n'avait pas changé depuis des années. La rue de mon enfance avait toujours cette quiétude silencieuse. Des trottoirs avec des fissures fines comme un cheveu, des porches avec des fauteuils à bascule qui bougeaient à peine, et des jardins pleins d'histoires que plus personne ne racontait. Alors que nous passions devant la maison du coin où Madame Green avait l'habitude d'arroser son jardin en peignoir, quelque chose s'est serré dans ma poitrine. Ce jardin avait disparu maintenant. Seulement du gravier et un flamant rose en plastique. J'ai baissé les yeux sur le petit sac cadeau posé sur mes genoux, les bords déjà usés par le vol. À l'intérieur se trouvait une enveloppe d'argent liquide et une bouteille de l'eau de Cologne préférée de mon père. Je l'avais emballé moi-même tard un soir après un service double à Seattle, imaginant son visage quand je le surprendrais. C'est bon ici, a demandé le chauffeur, s'arrêtant devant la maison. Oui, c'est bien ici, ai-je murmuré en attrapant mon portefeuille. La maison paraissait plus petite que dans mes souvenirs. C'était peut-être les années, ou peut-être simplement l'absence de chaleur. Il n'y avait pas de lumière, pas de couronne sur la porte, pas d'odeur de cannelle ou de porc mijoté venant de la cuisine, juste le silence et l'air immobile. Je suis sorti, le gravier crissant sous mes bottes, et je suis resté à regarder les marches du perron qui avaient autrefois accueilli des conversations nocturnes avec papa, ou de longs adieux quand je suis parti pour l'université. La lumière du porche ne s'est pas allumée. J'ai sonné. J'ai attendu. J'ai frappé. Pas de réponse. J'ai vérifié mon téléphone. 2 barres de réseau. J'ai essayé d'appeler maman. Directement sur la messagerie vocale. J'ai appelé Cassian. Rien. J'ai réessayé. Toujours rien. Mes doigts ont survolé le clavier. Peut-être qu'il dormait. Sorti faire les courses, une promenade. Mais quelque chose dans cette immobilité n'allait pas. Le genre de calme qui ne signifie pas seulement l'absence, il signifie l'abandon. J'ai reculé sur le trottoir, essayant de respirer. De l'autre côté de la rue, une femme poussant une poussette m'a fait un signe de la main. Son visage s'est illuminé alors qu'elle traversait vers moi. « Salut, Maya. » Sa voix s'éleva avec une curiosité polie. « Ouah, ça fait longtemps. Je pensais que tu avais déménagé à New York ou quelque chose comme ça. » Seattle, les jeux corrigés doucement, essayant de me souvenir de son nom. Elle a souri. « C'est vrai, c'est vrai. Ta mère a dit que tu n'étais pas revenu depuis des années. » J'ai hoché la tête, ne sachant pas quoi répondre. « Ils ne sont pas à la maison, par contre, » a-t-elle ajouté en ajustant son écharpe. « Ils sont partis il y a quelques jours. Ta mère a dit qu'ils allaient à Bali. Je pensais que tu étais parti avec eux. » J'ai cligné des yeux. « Bali ? Oui. Un grand voyage de Noël en famille. Ils ont dit qu'ils avaient besoin d'une pause. » Elle a penché la tête. « Attends, tu ne savais pas ? » Mon estomac s'est noué, mais j'ai réussi à esquisser un sourire crispé. J'imagine que non. La femme avait l'air mal à l'aise maintenant, réalisant que quelque chose clochait. Aussi, j'espère que ce n'est rien de grave, mais ton père, il est à l'hôpital, non? L'ambulance est venue il y a environ 2 semaines. Je pensais que tu le savais. Elle s'interrompit, sa voix prise entre l'inquiétude et la confusion. J'ai dégluti difficilement. L'hôpital? Lequel? Elle a froncé les sourcils, en réfléchissant. Le County Général, je crois. Il s'est effondré dans le jardin. Les ambulanciers ont dit que c'était son cœur. Je supposais que quelqu'un te l'avait dit. Oui, merci, ai-je murmuré. Elle m'a adressé un demi-sourire d'excuse, a ajusté sa poussette et a continué son chemin. Je suis resté là quelques instants de plus,
la brise hivernale se glissant dans le col de mon manteau, mais le froid s'était déjà installé quelque part de plus profond. Sans un autre mot, je me suis retourné, je suis revenu vers le taxi et j'ai ouvert la portière. Retour à l'aéroport, a demandé le chauffeur, les yeux fixés sur le rétroviseur. Non, conduisez-moi au County General. Il a hoché la tête. Le taxi s'est éloigné du trottoir. J'ai regardé en arrière une fois, juste une fois, la maison avec ses rideaux tirés et ses fenêtres sombres, le porche où personne ne se tenait, la porte qui ne s'ouvrait pas. Ils étaient partis à Bali, avaient fait leurs valises, étaient montés dans un avion, avaient quitté le pays, et l'avaient laissé seul, malade, invisible. J'ai pensé au virement que j'avais fait au fil des ans, des milliers de dollars, le loyer, les charges, les frais de scolarité, les urgences qui n'étaient toujours qu'à un coup de fil. Mais personne ne m'a appelé quand mon père s'est effondré. Personne ne m'a dit qu'il luttait pour respirer. J'étais devenu un chèque de paie, un distributeur automatique de billets distants avec un nom. Dans le silence du taxi, j'ai senti quelque chose s'effondrer, pas de manière spectaculaire, mais de manière permanente. Le chauffeur a tourné sur la route principale, les lampadaires projetant de longues ombres sur mes genoux. Ils l'ont laissé, ai-je murmuré, à personne. Peut-être à moi-même. Et cette fois, je ne serai pas celle qui se tait. Je suis restée silencieuse pendant tout le trajet jusqu'à l'hôpital. Le chauffage du taxi bourdonnait doucement, mais je ne sentais pas la moindre chaleur. Mes mains étaient jointes sur mes genoux, agrippant le même sac à dos que j'avais transporté depuis Seattle, maintenant inutile, ridicule sur mes genoux comme une blague dont je n'étais pas au courant. Dehors, Sacramento bougeait comme n'importe quelle ville se préparant pour les fêtes. Des vitrines illuminées, des pas pressés, et un ciel qui s'assombrissait déjà en début de soirée. Je regardais tout cela passer comme quelqu'un qui regarderait la vie d'un autre. Quand nous sommes arrivés au County General, j'ai remercié le chauffeur sans le regarder, je suis sorti et je me suis dirigé vers l'intérieur. Les lumières fluorescentes m'ont frappé en premier. Vives, stériles, impitoyables. L'air sentait l'ammoniaque et l'anxiété recyclée. Des gens étaient assis affalés sur des chaises, certains tenant des mouchoirs, d'autres le silence. C'était le genre d'endroit où le temps ne bougeait pas, il existait simplement. Je me suis approché du bureau d'accueil, les doigts se resserrant sur la lanière de mon sac. Une infirmière avec une coupe au carré et un sourire fatigué a levé les yeux. « Bonjour, je cherche mon père, George Ramos. On m'a dit qu'il avait été admis il y a 2 semaines. » Elle a tapé rapidement, les yeux parcourant l'écran. Puis elle a froncé les sourcils. « Il est en soins intensifs, au 6e étage. » Elle a fait une pause. « Vous êtes de la famille ? » « Je suis sa fille. » Ses lèvres se sont pincées. Personne n'est passé. Pas une seule fois. « Je suis contente que vous soyez là. » Elle m'a tendu un badge de visiteur, m'a donné les indications et m'a laissé passer. Les ascenseurs semblaient toujours plus lents dans les hôpitaux. J'ai regardé les chiffres s'allumer un par un, serrant le badge dans ma main comme s'il pouvait m'ancrer. Quand les portes se sont enfin ouvertes, je suis entré dans un couloir refroidi par trop de climatisation et trop peu de chaleur humaine. Chambre 623. Le couloir paraissait plus long qu'il ne le devrait. Chaque pas était lourd, comme si je marchais vers quelque chose que je n'étais pas prête à voir. Quand j'ai poussé la porte, je ne l'ai pas reconnu au début. L'homme dans le lit avait les joues creuses, la peau pâle, des tubes dans les bras, un respirateur lui insufflant de l'air de manière rythmée. Sa bouche était légèrement entr'ouverte, une bande pâle attachant doucement un de ses poignets au rail du lit. Des machines bipaient à intervalles réguliers comme si elles étaient la seule preuve qu'il était encore là. Je n'ai pas bougé tout de suite. Je suis juste resté là. C'était mon père. Il avait toujours eu cette présence stable, calme mais sûre. Le genre d'homme qui ne disait pas grand-chose mais qui vous faisait vous sentir en sécurité juste par sa proximité. Et maintenant, il ressemblait à un fantôme que quelqu'un avait oublié d'emporter. J'ai avancé lentement vers lui, j'ai tiré la chaise à côté du lit et je me suis assise. Mes genoux ont failli lâcher en le faisant. « Papa » ai-je murmuré. Rien. Juste le son de l'air poussé dans et hors de ses poumons par une machine qui se moquait de savoir si j'étais là ou non. J'ai tendu la main, j'ai hésité, puis j'ai posé délicatement ma main sur la sienne. Sa peau était sèche, fraîche, fragile. « C'est moi » ai-je dit, ma voix à peine audible. « Je suis là. » Toujours rien. Les larmes sont venues, pas d'un coup, mais comme une fuite lente et tenace. Je n'ai pas sangloté.
Je n'ai pas tremblé. Je les ai juste laissées couler. Une par une, silencieuses comme l'homme en face de moi. Je suis restée assise comme ça pendant peut-être une demi-heure, peut-être plus. Le temps n'avait pas d'importance. Puis l'infirmière de l'accueil est entrée discrètement. « Je ne voulais pas vous déranger », a-t-elle dit doucement. « Mais j'ai pensé que vous devriez savoir. » J'ai levé les yeux. Quand il a été admis, il était inconscient. Nous n'avions pas de contact d'urgence, juste un numéro. Nous l'avons appelé plusieurs fois, mais personne n'est venu. J'ai dégluti difficilement. « Vous vous souvenez du numéro ?» Elle a hoché la tête. Il était enregistré sous au conjoint. Nous avons supposé que c'était sa femme, Vera. Bien sûr, ma mère avait su, et elle n'avait rien fait. Depuis combien de temps est-il comme ça, ai-je demandé. 2 semaines hier. Un voisin a appelé les secours, il a dit qu'il s'était effondré dehors en essayant de rentrer les courses. Les courses? Mon père s'est effondré en essayant de porter les courses. A-t-il dit quelque chose? Non, pas depuis son arrivée. Il a eu un léger accident vasculaire cérébral combiné à son âge et à une hypertension non traitée. Il est stable, mais son état est délicat. Si vous n'étiez pas venu. Sa voix s'est éteinte. Elle n'avait pas besoin de finir la phrase. J'ai hoché la tête et les remercié. Elle m'a jeté un regard compatissant avant de sortir, laissant la porte légèrement entr'ouverte. Je me suis retourné vers mon père, tenant toujours sa main. Donc il savait. Pendant 2 semaines, ma mère, mon frère, ils savaient. Ils étaient chez eux, vivants, en bonne santé, réservant des billets d'avion, savourant des cocktails avec des petits parasols, postant des photos ensoleillées de petits déjeuners au bord de la plage, et ils l'ont laissé ici, seul, sur une machine. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti l'enveloppe d'argent que j'avais apportée, les cadeaux emballés dans du papier de soie rouge. Je les ai posés sur le rebord de la fenêtre, soudainement incertaine de ce qu'il fallait faire d'autre. Il n'avait pas besoin de cadeaux. Il avait besoin de gens. Il avait besoin de quelqu'un pour s'asseoir ici chaque jour et lui dire qu'il n'était pas oublié. J'ai vérifié mon téléphone. Aucun appel manqué, aucun texto. Pas une seule personne n'avait remarqué que j'étais en ville. Pas un seul membre de ma famille n'avait essayé de prendre de mes nouvelles. Ils étaient probablement encore à Bali, sirotant dans des noix de coco creuses et parlant de tout ce qu'ils font pour cette famille. Ma gorge s'est serrée, non pas de tristesse, mais de clarté. Ils avaient fait leur choix. Et maintenant, je faisais le mien. Le soir a glissé dans la nuit. Les infirmières ont changé de service. Les lumières se sont tamisées. Le bourdonnement silencieux des machines a gardé son rythme. Je n'ai pas bougé. Je suis resté à ses côtés, observant la montée et la descente de sa poitrine. Non pas parce que je pensais qu'il se réveillerait cette nuit-là, mais parce que je savais qu'il ne devait pas rester seul une minute de plus. Vers minuit, je me suis penché, j'ai écarté une mèche de cheveux de son front et j'ai murmuré, « Tu ne seras plus seul, papa. Je te le promets. » Quand le soleil s'est levé, je n'avais pas dormi. Mon dos me faisait mal à cause de la chaise d'hôpital rigide, et mes yeux me brûlaient d'être restés ouverts trop longtemps, mais je m'en fichais. Je ne partais pas. Pas encore. Je lui avais promis cela. Et s'il y avait une chose sur laquelle j'avais encore le contrôle, c'était de tenir une promesse. L'infirmière est entrée juste après 6 heures, vérifiant discrètement les moniteurs, griffonnant quelque chose sur un dossier. Elle m'a adressé un sourire doux, le genre qui en dit plus que les mots. « Je reviens avec ces médicaments », a-t-elle murmuré. Quand elle est sortie, je me suis dirigé vers la petite salle de bain juste au bout du couloir. J'ai aspergé mon visage d'eau froide, la laissant couler dans mon cou. Mon reflet dans le miroir m'a surprise. Mes yeux étaient gonflés, ma peau blafarde. Je ressemblais à quelqu'un d'autre. Ou peut-être que je ressemblais enfin à la version de moi qui avait toujours existé sous la surface, derrière les virements bancaires et les appels polis. De retour dans la chambre, les machines maintenaient leur rythme. Mon père n'avait pas bougé, pas même un tressaillement. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait comme le tic-tac d'une horloge, comptant à rebours quelque chose que personne n'avait osé nommer. J'ai sorti mon ordinateur portable, je l'ai posé sur la tablette et j'ai fixé l'écran. Un instant, j'ai hésité. Puis j'ai ouvert l'application d'appel vidéo et j'ai cliqué sur le nom de maman pour l'appeler. Ça a sonné 2 fois avant de se connecter. L'arrière-plan est apparu avant son visage. Ciel bleu, palmier,
une piscine scintillante. Puis elle était là, en couleur, lunettes de soleil sur le front, épaules bronzées, un verre à la main. De la musique jouait faiblement en arrière-plan. Il était en milieu de matinée ici, mais où qu'elle soit, on aurait dit le coucher du soleil. « Oh, Maya » a-t-elle dit en ajustant ses lunettes. « Est-ce que tout va bien ?» Je l'ai regardée fixement. Pendant une seconde, je n'ai pas pu parler. « Tu savais » ai-je demandé doucement. Elle a penché la tête, confuse. « Savoir quoi ?» Que papa est à l'hôpital sous assistance respiratoire. Elle a cligné des yeux. Il ne voulait pas venir avec nous. Tu sais comment il est. Toujours à rendre les choses plus dramatiques qu'elles ne le sont. Il s'est effondré dehors, seul. Un voisin a dû appeler les secours. Elle a haussé les épaules. On avait tous besoin d'une pause, Maya. Tu n'as aucune idée du stress que j'ai subi. Tout gérer, m'occuper de ton frère, m'assurer que les factures sont payées. C'est moi qui payais les factures. La ligne est devenue silencieuse. Maman, il pourrait mourir. Et tu es au bord d'une piscine. Je ne pensais pas que c'était si grave, a-t-elle dit en sirotant son verre. Ton père a toujours eu un penchant pour le tragique. J'ai mis fin à l'appel avant de dire quelque chose que je ne pourrais pas retirer. La rage n'est pas venue d'un coup. Elle a mijoté, lentement et régulièrement, comme de l'eau qui atteint le point d'ébullition. Je suis resté assis immobile pendant plusieurs minutes, essayant de calmer ma respiration, mais la douleur dans ma poitrine s'est alourdie à chaque battement. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un texto à Cassian. Papa est en soins intensifs. Il est ici depuis 2 semaines. Il ne respire pas tout seul. Pas de réponse. J'ai attendu 5 minutes. Puis j'ai appelé. Il a décroché à la 4e sonnerie. Maya, qu'est-ce qui se passe? Tu savais que papa était à l'hôpital? Il y a eu une pause. Oui, maman me l'a dit. Elle a dit qu'il ne voulait pas venir. Il est sous assistance respiratoire. D'accord. Et ai-je répété, incrédule. Il pourrait mourir. Cassian, tu dramatises la situation. On est en vacances. Détends-toi. Je ne me suis même pas rendu compte que je m'étais levé avant de sentir le sang me monter au visage. Mes mains tremblaient, ma voix au bord de quelque chose que je ne pouvais pas retenir. Tu es toujours si émotive, a-t-il dit, son ton comme une gifle. Tu peux juste t'en occuper? J'ai raccroché. J'ai marché. J'avais besoin d'air. Les murs des soins intensifs semblaient s'effondrer sur moi. J'ai parcouru le couloir, passé la réception et je suis sorti au petit café sur la pelouse sud de l'hôpital. Il faisait froid, mais je m'en fichais. J'ai commandé un café noir et je me suis assise au fond de la terrasse où personne ne me dérangerait. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert le compte bancaire familial partagé. Le solde m'a serré la gorge. Des dizaines de milliers de dollars disparus. Billets d'avion, frais de séjour, virées shopping, tout cela au cours des 3 dernières semaines. Ils vivaient leur meilleure vie à mes frais. J'avais tout couvert pendant des années, les médicaments de papa, les charges, le prêt auto de Cassian, même la compte pour la rénovation de la cuisine de maman. Chaque fois qu'il demandait, je donnais sans hésiter. Parce que c'est ce que fait la famille. Parce que je pensais que l'amour se mesurait en sacrifice. Mais ça, ce n'était pas un sacrifice. C'était une trahison. Ils savaient que papa était malade. Ils sont partis quand même. Ils ont utilisé l'argent que j'envoyais pour ces médicaments pour siroter des cocktails sous des cieux étrangers. Mes doigts tremblaient alors que je survolais l'écran. Un petit bouton. Bloquer le compte. Personne ne pourrait retirer un centime de plus. J'ai appuyé. La confirmation est arrivée instantanément. Le compte était bloqué. J'ai expiré, lentement, de manière contrôlée. Puis, sans réfléchir, j'ai murmuré, voyons quel goût a le paradis sans mon salaire. Je ne m'attendais pas à ce que ça arrive si vite. 48 minutes pour être exact. C'est le temps qu'il a fallu après que j'ai bloqué le compte. 48 minutes de silence, puis le téléphone a commencé à vibrer. 4 appels manqués de maman. 6 de Cassian. 2 d'un numéro international que je ne reconnaissais pas. Probablement le directeur de l'hôtel ou peut-être un concierge habitué à lécher les bottes des clients prétentieux. Les messages vocaux étaient urgents.
frénétique, même. Maya, quelque chose ne va pas. Ma carte ne fonctionne pas. Il faut que tu appelles la banque. Pourquoi fais-tu ça? On est coincé ici. Cassian a dû mettre l'hôtel en attente avec sa carte de crédit. Rappelle-moi. Je n'ai pas rappelé. Je n'ai pas écouté le reste. J'ai juste regardé l'écran s'allumer comme une balise d'avertissement, un signal clignotant de leur déroute. C'était la première fois depuis des années que j'avais quelque chose sur eux, et je n'avais pas l'intention de lâcher prise. J'ai marché jusqu'au salon de l'hôpital d'un pas lent et régulier. Les portes automatiques se sont ouvertes en sifflant, laissant entrer une légère brise de la cour extérieure. À l'intérieur, l'air était frais et sec, trop calme pour le chaos que mon téléphone enregistrait. J'ai trouvé un siège près de la fenêtre, j'ai posé mon sac à côté de moi et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai affiché le compte bancaire partagé et j'ai cliqué sur l'historique des transactions. La liste était interminable, billets d'avion pour Bali, 3 d'entre eux, forfaits spa réservés au nom de Cassian, dîner 5 étoiles, shopping de luxe, une charge étrange d'une bijouterie à San Francisco, une autre d'une boutique d'électronique dont je n'avais jamais entendu parler, le tout provenant du fonds familial. Le fonds que je renflouais mois après mois parce que quelqu'un avait toujours une raison. Papa avait besoin de médicaments. Les frais de scolarité de Diana étaient en retard. La facture d'électricité était élevée. Peux-tu envoyer un peu plus ce mois-ci, ma chérie, demandait maman. Juste jusqu'à ce que les choses s'arrangent. Les choses ne s'étaient jamais arrangées. J'étais l'agent arrangeant. J'ai fixé l'écran, la mâchoire serrée. Ce n'était pas de l'argent de famille. C'était le mien, mes heures supplémentaires, mes vacances sautées, mes dîners de ramen et de sandwich au beurre de cacahuètes quand je constituais des économies pour qu'il n'ait pas à se battre. Et pendant que j'étais assise sous un éclairage fluorescent à côté d'une machine qui respirait pour mon père, il sirotait des boissons avec des parasols. J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai expiré. Aucun son n'est sorti, juste une pression lentement relâchée. De retour aux soins intensifs, je marchais plus lentement qu'avant. Mon corps s'était adapté au poids de savoir qu'ils avaient menti, de savoir qu'ils avaient choisi les plages et les buffets plutôt que les visites à l'hôpital. J'ai atteint le chevet de mon père, j'ai approché de nouveau la chaise et je me suis assise. Ses yeux étaient toujours fermés. La parole de la même machine, respirait, bipait. J'ai posé ma main sur son poignet, juste légèrement. Je l'ai bloqué, ai-je murmuré. Il panique. Il n'a pas bougé, mais j'ai imaginé sa bouche tressaillir en signe d'approbation. Juste le plus petit soupçon d'un sourire narquois derrière le tube respiratoire, le genre qu'il avait l'habitude de faire quand une blague était allée trop loin, et que lui seul la trouvait drôle. J'ai attrapé le sac en cuir que j'avais remarqué hier sous la table de chevet. Il était usé, craquelé sur les bords avec une fermeture éclair en laiton qui se coinçait à mi-chemin. Quelque chose à son sujet m'avait interpellé. Je l'ai pris sur mes genoux et je l'ai ouvert lentement. À l'intérieur se trouvaient des papiers, des dossiers médicaux, des reçus, de vieilles notes de l'écriture soignée et bouclée de mon père, une pile d'enveloppes jaunies maintenues par un élastique, et un journal. La couverture en cuir était douce à force d'être utilisée. Je l'ai ouvert quelque part vers la fin et j'ai feuilleté des pages d'écriture, des pensées quotidiennes, certaines lisibles, d'autres griffonnées et raturées. Son stylo avait appuyé fort sur le papier, les mots gravés avec une sorte de frustration silencieuse. Près des dernières pages, je l'ai trouvé, une seule entrée, courte, claire. Si Maya vient, ne lui dis pas laisse-la voir de ses propres yeux. Le reste de la page avait été déchiré soigneusement, intentionnellement. Je suis resté assise là, le journal sur mes genoux, la main de mon père toujours dans la mienne, et j'ai fixé cette seule phrase. Il savait. Il savait qu'il me cacherait la vérité. Il savait que je viendrais quand même. Cette phrase ne ressemblait pas à une note. Elle ressemblait à un défi de voir au-delà de la version de la famille qu'on m'avait vendue et dans celle qui avait pris racine dans mon dos. Une infirmière est passée devant la porte et a jeté un coup d'œil, m'a vue assise avec le journal et a hoché la tête poliment. J'ai fermé le livre et je l'ai remis délicatement dans le sac. Papa, ai-je murmuré, la gorge serrée. Tu savais qu'il me cacherait ça, mais tu savais aussi que je viendrais. Je suis restée assise longtemps après que le journal ait été refermé dans le sac. La lumière du jour s'était estompée, et la lueur artificielle des lumières du couloir jetait un éclat jaune sur le sol poli de l'hôpital. De là où j'étais assise, je pouvais entendre le faible son d'un enfant qui pleurait quelque part dans le couloir, et le bip d'une autre machine,
peut-être dans une autre chambre où quelqu'un d'autre espérait ne pas être seul ce soir. La vibration de mon téléphone m'a ramené au présent. Il s'est de nouveau allumé, Cassian, puis maman, puis un numéro que je ne reconnaissais pas. L'écran ressemblait à un tableau de panique à une porte d'embarquement d'aéroport. Chaque appel, une nouvelle porte qui se fermait. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de cela, je suis sorti de l'aile des soins intensifs et je me suis dirigé vers la salle d'attente familiale, une pièce avec des canapés marrons et du café éventé, où les mauvaises nouvelles attendaient souvent poliment en coulisses. Je me suis assise dans le coin, j'ai branché mon téléphone à la prise murale et j'ai ouvert mon application bancaire. Le blocage avait fonctionné. Chaque carte liée était désormais inactive. Le compte affichait « Statut bloqué ». Accès propriétaire uniquement. J'ai appelé la banque pour confirmer. L'agent a tout vérifié après quelques questions de sécurité. Souhaitez-vous réactiver l'accès pour les autres titulaires de cartes, a-t-elle demandé. Non, juste pour moi. Compris. Seul vous pouvez le réactiver maintenant. J'ai raccroché et j'ai posé le téléphone sur mes genoux, l'écran vers le haut. Il a vibré de nouveau avant que je puisse même le poser. Message vocal de maman. Je l'ai écouté, en partie par curiosité, en partie en sachant exactement à quoi il ressemblerait. Maya, qu'est-ce que tu fais? Espèce de petite ingrate. Je t'ai donné la vie, et c'est comme ça que tu me rembourses. Ton père aurait honte. Je t'ai mieux élevé que ça. Règle ça maintenant. Je l'ai écouté encore et encore. À chaque fois, le ton frappait plus fort que les mots. Il n'y avait pas de chagrin dans sa voix, pas d'inquiétude, pas de remords, juste de l'indignation, comme si j'avais osé perturber l'image qu'elle avait travaillé si dur à peindre de notre famille parfaite et fonctionnelle. Une famille où elle régnait en matriarche souffrante, Cassian en premier-né loyal, et moi, le portefeuille qui ne se taisait pas. J'ai senti une chaleur me monter le long de la colonne vertébrale. Mes mains étaient froides, mais à l'intérieur de moi, quelque chose bouillait. Ce message vocal n'était pas un appel à l'aide. C'était une arme. Et cette fois, je n'allais pas la laisser atterrir. J'ai rassemblé mes affaires et je suis retourné lentement, délibérément, dans la chambre de papa. Les infirmières faisaient leur ronde du soir, baissant les lumières, vérifiant les dossiers. Le monde était plus calme maintenant, le bâtiment bourdonnant d'épuisement. À l'intérieur de la chambre, il respirait toujours, la machine faisant toujours son travail. Ce rythme régulier et artificiel ressemblait maintenant à un métronome lors d'une répétition pour le deuil. Je me suis tenu à côté de lui et j'ai repris sa main. Elle était sèche, rugueuse de la même manière qu'elle l'avait toujours été après une journée de travail à l'extérieur. « Papa », ai-je dit doucement. Ils ont transformé cela en une performance, des vacances achetées avec des mensonges, mais je ne joue plus le jeu. J'ai sorti mon ordinateur portable de mon sac. Le son de démarrage a résonné trop fort dans la pièce silencieuse. J'ai grimacé, mais personne n'a bougé. J'ai ouvert mes courriels et j'ai trouvé le contact de son avocat, Monsieur Raymond, un homme plus âgé que je me souvenais avoir rencontré une fois lors d'une réunion de famille. Il avait un visage qui semblait toujours avoir entendu trop de vérités et appris à les garder quand même. L'objet était simple, urgent, Georges Ramos. Dans le message, j'ai écrit exactement ce qui s'était passé. J'ai détaillé l'état de papa, sa situation actuelle, la situation financière, l'absence de ses plus proches parents légaux, et j'ai demandé deux choses, la confirmation de tout document que papa aurait pu signer, et des conseils sur la manière de protéger ce qui restait de sa dignité. Avant de l'envoyer, j'ai relu les dernières lignes, ils l'ont utilisé, et maintenant ils veulent m'utiliser. Je ne les laisserai pas faire. Plus maintenant. J'ai cliqué sur envoyer et je me suis rassise sur la chaise. La machine à côté de moi a bipé à son rythme. Mon téléphone a de nouveau vibré, mais je n'ai pas regardé. Au lieu de cela, j'ai murmuré, la moitié à papa, la moitié au mur, la moitié à la partie de moi qui s'était enfin redressée après toutes ces années. Tu veux me combattre avec la culpabilité, mère? Alors sois prête pour ce que la culpabilité ne peut pas arrêter. Le lendemain matin, je me suis levé avant le soleil. Je n'avais pas vraiment dormi, juste dérivé dans de courts moments de repos, assise droite à côté du lit d'hôpital de mon père. Le poste des infirmières à l'extérieur avait baissé ses lumières pendant la nuit, et maintenant il bourdonnait doucement de nouveau à la vie avec le bruissement des portes bloquées des tasses de café. Mon téléphone, en mode silencieux à côté de moi, s'est allumé avec une notification. Un nouveau courriel. L'expéditeur,
cabinet d'avocat Raymond. Je l'ai ouvert immédiatement, mon cœur battant la chamade contre mes côtes. Maya, votre père a laissé une directive à notre bureau il y a 2 mois. Il nous a spécifiquement demandé de ne pas agir avant d'être contacté depuis votre numéro. Si vous êtes disponible aujourd'hui, nous aimerions organiser un appel vidéo sécurisé pour passer en revue le contenu. J'ai répondu sans hésiter. Oui, j'étais disponible. Je libérerai ma journée. 2 heures plus tard, j'étais assise dans une salle de conférence de l'hôpital. Les stores de la fenêtre étaient à moitié baissés, laissant entrer des bandes de lumière hivernale qui coupaient le mur comme des couteaux obliques. J'avais l'ordinateur portable ouvert devant moi, le sac avec le journal de papa à côté, et un café noir qui refroidissait à mon coude. Quand le visage de Monsieur Raymond est apparu à l'écran, j'ai ressenti un étrange mélange d'anxiété et de soulagement. Il avait l'air plus âgé que dans mes souvenirs, avec des yeux profonds et le genre de calme qui ne vient qu'après avoir vu trop de familles s'effondrer pour des choses qu'elles n'auraient jamais pensé se disputer. Maya, a-t-il commencé, offrant un bref hochement de tête. Tout d'abord, je veux dire que je suis désolé que vous traversiez cela et je suis désolé que votre père ne puisse pas parler pour lui-même en ce moment. Mais il a parlé, d'une certaine manière, et il s'est assuré que ses volontés étaient sur papier. Il a cliqué sur quelque chose hors de l'écran. Un PDF s'est ouvert sur mon ordinateur portable. J'ai fait défiler lentement. C'était un amendement notarié à son testament, daté d'un peu plus de 8 semaines. Maya doit se voir accorder la pleine autorité sur toutes les décisions médicales et financières si je deviens incapable. Vera et Cassian doivent être déchus de tout pouvoir de procuration, d'exécution et de gestion de la succession. Je prends cette décision avec clarté et sans contrainte. C'était comme si quelqu'un avait posé une main chaude et rassurante sur mon dos, non pas à cause de l'autorité, mais parce qu'il l'avait vu venir. Il avait su, il avait planifié, et il m'avait choisi. Une boule s'est formée dans ma gorge. Pas de chagrin cette fois, même pas de colère. Juste cette étrange sorte de reconnaissance qui atterrit dans votre poitrine quand quelqu'un vous dit enfin qu'il vous voit. Pas celle que vous prétendez être pour eux, mais celle que vous avez toujours vraiment été. Je ne savais pas qu'il avait fait ça, ai-je dit. Raymond a hoché la tête. Il ne voulait pas que quiconque le sache. Il avait peur qu'ils essaient de le contester ou de vous manipuler avant que vous ne le voyiez par vous-même. J'ai essuyé ma joue, réalisant soudain que je pleurais. Nous avons passé les 30 minutes suivantes à passer en revue les prochaines étapes, une ordonnance d'urgence pour bloquer toute activité financière liée à la succession, une requête pour une tutelle temporaire, et le plus intimidant de tout, une audience au tribunal. Raymond m'a dit que je pouvais y assister virtuellement, mais j'ai refusé. J'y serai en personne, ai-je dit. Ils doivent me regarder dans les yeux. Cet après-midi-là, je suis retourné dans la chambre de mon père. Les infirmières venaient de finir de vérifier ses signes vitaux. L'une d'elles m'a fait un pouce en l'air avant de sortir tranquillement. Je me suis assise à côté de lui, j'ai ouvert la conversation de groupe avec ma mère et mon frère, et j'ai tapé une phrase, nous allons régler ça correctement au tribunal. Pas de salutation, pas d'explication, pas d'excuses, juste la vérité. Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai fermé l'application, j'ai éteint le téléphone et je me suis adossé à la chaise. Il avait l'air si paisible. Les machines bourdonnaient régulièrement. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait comme la marée. Et cette fois, pour la première fois, je ne me sentais pas impuissant en le regardant. J'avais l'impression de diriger enfin le navire. Plus tard dans la soirée, j'ai engagé une infirmière privée pour aider aux soins de nuit. Une femme à la voix douce nommée Lisa, dans la quarantaine, qui a traité l'état de mon père avec le genre de dignité silencieuse que je n'avais pas vu depuis le début de cette épreuve. Je lui ai donné des instructions complètes, je lui ai montré les moniteurs et je lui ai montré où se trouvait le journal. Il garde ça près de lui, ai-je dit en le lui tendant. S'il se réveille, même pour une seconde, assurez-vous que ce soit à portée de main. Elle a hoché la tête. Avant de quitter la pièce, j'ai remis le journal sur la table de chevet, j'ai posé délicatement ma main sur le bras de mon père et j'ai murmuré, cette fois, ils t'entendront à travers moi. Je n'avais jamais vu l'intérieur d'une salle d'audience auparavant. Du moins pas comme ça. Pas avec mon nom sur le rôle d'audience, pas avec mes parents de sang assis en face de moi comme si nous étions des étrangers de part et d'autre d'une guerre. 2 jours après que l'avocat a déposé la requête d'urgence, je me suis retrouvé devant le tribunal des affaires familiales de Sacramento, vêtu du pantalon noir le plus simple que je possédais et d'un simple blazer que je n'avais pas porté depuis les funérailles d'un ami il y a 3 ans.
Il me semblait maintenant être une armure, non pas décorative, mais nécessaire. J'ai franchi les lourdes portes doubles seules. Vera et Cassian étaient déjà assis à l'intérieur, côte à côte à la table du demandeur. Vera avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans depuis notre dernier appel. Son maquillage était impeccable, mais ses mains s'agitaient sur ses genoux. Cassian se mordillait l'intérieur de la joue, une habitude qu'il avait prise à l'université quand il était nerveux pendant les examens. Il n'avait pas l'habitude d'être sur la défensive. Leur avocat, un homme en costume gris coûteux et avec une coupe de cheveux trop nette pour être digne de confiance, m'a toisé puis a détourné le regard. J'ai pris ma place en face d'eux et je n'ai plus jeté un regard dans leur direction. L'huissier a appelé la séance à l'ordre. La juge Eleanor Klein présidait. La soixantaine, des yeux perçants et la posture de quelqu'un qui ne tolérait pas les absurdités. Bien. J'avais besoin de quelqu'un comme elle aujourd'hui. À l'ouverture de l'audience, M. Raymond a commencé par exposer les faits, l'état de mon père, la chronologie de son hospitalisation, le manque de visite familiale. Puis vinrent les finances, des relevés détaillés des retraits, des frais non autorisés et la répartition de ceux qui avaient accès aux comptes partagés. Je suis restée assise, les mains jointes sur mes genoux, les yeux concentrés uniquement sur la juge. Puis ce fut le tour de Cassian. Il s'est levé, a boutonné sa veste comme s'il était à une présentation en conseil d'administration, et s'est lancé dans la performance de sa vie. « Votre honneur » a-t-il commencé doucement. « Ma sœur a toujours été intense. Elle a eu des difficultés émotionnelles par le passé. Nous l'avons soutenue quand elle s'emportait. » Monsieur Raymond s'est levé immédiatement. Objection. Non pertinent, incendiaire et non fondé. La juge a levé la main. Monsieur Ramos, a-t-elle dit, regardant directement Cassian, vous ne parlerez que des faits et le ferez avec respect. Il s'est assis, la mâchoire tressautant. Raymond a remis à la juge une copie imprimée du courriel que Cassian avait envoyé à notre famille élargie la veille. Dans celui-ci, Cassian m'accusait de manipuler l'état de papa pour prendre le contrôle de la succession familiale et me qualifier d'instable et d'émotionnellement dangereuse. La juge Klein a lu le courriel en silence, les yeux plissés. Puis elle l'a mis de côté sans un mot. Madame Ramos, a-t-elle dit en se tournant vers Vera. Avez-vous quelque chose à dire? Vera s'est levée, sa voix déjà empreinte d'une indignation étudiée. J'ai élevé cette fille. Je l'ai portée pendant 9 mois, j'ai payé son appareil dentaire, ses cours de ballet. Madame Ramos, l'a interrompu la juge. Nous ne sommes pas ici pour discuter de ballet. Vous avez été nommé dans des relevés financiers liés à des dizaines de milliers de dollars retirés d'un compte destiné aux soins de votre mari. Vera a ouvert la bouche, l'a refermée. À l'extérieur du palais de justice, le monde n'attendait pas. Au moment où nous avons ajourné pour le déjeuner, une journaliste locale avait eu vent de l'audience. Je l'ai aperçue près des escaliers, prenant des photos de Cassian se disputant avec Vera sur les marches de l'entrée. Il gesticulait sauvagement. Elle s'est détournée, serrant son sac à main comme s'il allait la mordre. Plus tard dans la soirée, quelqu'un m'a envoyé le lien. Une photo d'eux en pleine dispute, tous deux visiblement troublés. Le titre disait « Querelle de famille, des frères et sœurs accusés d'avoir dépouillé la succession de leur père pendant leurs vacances ». Un post anonyme sur Reddit a suivi, des gosses de riches ont laissé leur père mourir pendant qu'ils prenaient un vol en première classe pour Bali. La fille coupe les vivres sur leur carte. C'est devenu viral avant le dîner. De retour dans la salle d'audience, l'ambiance avait changé. La juge a examiné les derniers documents, l'amendement notarié de mon père, les relevés financiers et la confirmation de son état actuel. Elle m'a regardé. Mademoiselle Ramos, a-t-elle dit, sur la base des preuves fournies et de l'absence de toute opposition légale ou médicale, je vous accorde la pleine tutelle sur les affaires médicales et financières de votre père. Je n'ai pas cligné des yeux. Vera et Cassian Ramos, a-t-elle poursuivi, il vous est interdit d'accéder à tout actif ou à toute décision concernant M. Georges Ramos sans l'approbation préalable de ce tribunal. Comprenez-vous? Cassian a fixé le sol. Vera a croisé les bras et a regardé droit devant elle. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas exulté. J'ai juste hoché la tête et je me suis levé, rassemblant mes affaires. Dehors, l'air froid me mordait le visage. Le parking du palais de justice était à moitié vide. J'ai atteint ma voiture, j'ai ouvert la portière et je me suis arrêté alors que mon téléphone vibrait de nouveau. Appel entrant, Vera. J'ai laissé sonner. Le téléphone a sonné jusqu'à ce qu'il s'arrête.
Je suis resté à côté de ma voiture sur le parking du palais de justice, les clés à la main, regardant l'écran devenir noir. Je n'avais pas besoin d'entendre ce que Vera avait à dire. Il ne lui restait plus rien à expliquer, à justifier ou à transformer en culpabilité. Cette partie de notre dynamique, la version où je leur devais de la douceur après la trahison, avait été sectionnée, nette comme du verre. 2 semaines plus tard, je me suis retrouvé devant une salle louée, nichée derrière le jardin des anciens combattants locaux. Ce n'était ni grandiose ni trop formel. Il n'y avait ni cordon de velours ni podium doré, juste un espace simple entouré de vieux chênes et d'herbes en dormance hivernale avec une vue sur le même horizon de Sacramento que mon père avait regardé chaque fois qu'il faisait sa promenade du soir. La pièce à l'intérieur était calme, paisible. Une seule table en bois à l'avant affichait une photo de mon père dans son uniforme de l'armée, prise avant ma naissance. À côté se trouvait la déclaration de mission encadrée de la nouvelle fondation que j'avais créée, la Fondation Georges Ramos pour la dignité, une organisation à but non lucratif en son nom, construite avec ce qui restait de la succession gelée, visant à soutenir les patients âgés abandonnés dans les hôpitaux, ceux dont les familles avaient disparu ou ne s'étaient tout simplement jamais souciés. Je n'avais pas besoin d'un grand conseil d'administration ni d'applaudissements publics. J'avais besoin que quelque chose existe en son nom qu'aucun d'eux ne pourrait effacer. J'avais déposé les documents moi-même, travaillé avec un avocat pour le rendre légitime. Nous avions publié l'annonce en ligne 3 jours plus tôt. La réponse fut écrasante. Les gens partageaient leurs histoires. Des infirmières ont contacté pour faire du bénévolat. Des dons sont venus d'inconnus qui ne connaissaient pas mon père mais connaissaient la solitude d'être oubliés. Lors de la petite cérémonie commémorative, seule cette chaise était occupée, 2 infirmières qui s'étaient occupées de lui en soins intensifs, Monsieur Raymond, le voisin qui avait appelé les secours cette nuit-là, et un des copains d'armée de mon père d'il y a 30 ans. Il avait trouvé le poste en ligne et avait conduit 3 heures pour être là. Aucun membre de ma famille n'était invité. Pourtant, ils sont venus. Je les ai vus de l'intérieur juste avant de me lever pour parler. Vera dans un tailleur beige trop fin pour le vent. Cassian dans un manteau bleu marine, les cheveux plaqués en arrière comme s'il entrait dans une réunion de conseil d'administration. Ils ont d'abord essayé d'entrer nonchalamment comme si c'était juste un autre événement public où leur nom sur une liste d'invités était supposé, attendu. Mais la sécurité les a arrêtés. « Je suis désolé, vous n'êtes pas sur la liste », a dit l'homme avec une politesse ferme. « Nous sommes sa famille », a sèchement répondu Vera. « C'est notre droit. »« Non, madame. C'est uniquement pour les invités privés. » Cassian a essayé de discuter, mais la porte se fermait déjà. Je n'ai pas regardé dans leur direction quand j'ai pris le micro. Pas besoin. Les personnes qui comptaient étaient déjà assises. Il n'a jamais demandé grand-chose, ai-je commencé, d'une voix stable et claire. C'était le genre d'homme qui trouvait la paix dans des routines simples, un café noir au lever du soleil, des promenades l'après-midi, les mots croisés du dimanche, et la présence. C'est ce qu'il appréciait, pas les cadeaux, pas l'extravagance, juste la présence et la dignité. J'ai fait une pause. Le poids de ce mot, dignité, s'est installé dans la pièce comme une lumière chaude. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de tragédie. Il s'agit de reconquérir quelque chose qui n'aurait jamais dû être pris. Le droit d'être vu, entendu, rappelé. Quand je suis descendu, personne n'a applaudi. Personne n'en avait besoin. J'ai marché jusqu'au fond de la pièce où sa vieille veste était accrochée à un porte-manteau près de la sortie. C'était la même qu'il portait les matins froids. Le tissu était usé au coude, une poche cousue avec un fil légèrement différent. J'ai sorti de mon sac à main un morceau de papier plié, une note que j'avais écrite 2 nuits auparavant après avoir lu une dernière fois les dernières pages de son journal. Je l'ai glissé dans la poche intérieure de la veste et j'ai tapoté la couture pour la fermer. Tu avais raison. J'avais besoin de le voir par moi-même, mais maintenant je vois tout. Après la fin de la cérémonie, je suis resté, j'ai regardé les autres se disperser, j'ai accepté quelques remerciements discrets, quelques hochements de tête respectueux. Finalement, je suis sorti dans l'après-midi déclinant. Le vent s'était levé. J'ai marché lentement jusqu'à ma voiture, les déverrouillé d'un clic, puis je suis resté un moment, laissant le calme s'installer. Mon téléphone a vibré dans la poche de mon manteau. Cassian. Je n'ai pas ouvert le message immédiatement. Je me suis d'abord assise dans la voiture, j'ai mis le moteur en marche, mais je ne suis pas parti. Puis je l'ai ouvert. Nous avons tout perdu. Es-tu heureuse maintenant? J'ai fixé l'écran un long moment, j'ai tapé, j'ai fait une pause, j'ai effacé,
puis j'ai répondu. Vous n'avez jamais été à moi pour que je puisse vous perdre. L'appartement était plus silencieux maintenant. Même les sons qui me tenaient compagnie autrefois, la circulation en bas sur Pine Street, le cliquetis des talons de ma voisine dans le couloir, semblaient plus lointains. Ce n'était pas le silence qui remplissait l'espace. C'était la distance. Une sorte de détachement paisible qui ne suppliait pas d'être rompu. Près de la porte d'entrée était accrochée la veste de mon père. Je l'avais ramenée de Sacramento après la cérémonie. Je ne l'ai pas lavée, pas pliée ni rangée. Je l'ai juste accrochée telle quelle, portant encore la faible odeur de son après-rasage et l'air froid de ce dernier matin sous le chêne. Chaque fois que je partais faire les courses ou que je revenais d'une promenade, je passais devant, sans jamais la toucher, mais sans jamais l'ignorer. Ce n'était pas un monument. C'était une présence. La vie avait pris un rythme différent. Je travaillais à distance maintenant, en consultation le matin, gérant la fondation l'après-midi. La fondation Georges Ramos pour la dignité avait déjà servi 8 patients au cours de son premier mois, leur fournissant des vêtements chauds, des lunettes de lecture, et organisant même un soutien de fin de vie pour un vétéran dont la famille n'avait pas retourné un seul appel. Cela me donnait un but, mais pas une évasion. Le chagrin, avais-je appris, ne devient pas plus silencieux. On construit simplement une vie autour de lui avec des murs plus épais. Ce mardi matin-là, après avoir mis à jour nos feuilles de calcul de subvention et répondu à l'appel d'un donateur, j'ai pris une pause pour trier une semaine de courrier, principalement des publicités, une facture de service public, une lettre d'information d'un refuge local, puis une enveloppe sans adresse de retour, écrite d'une écriture que j'ai reconnue instantanément. C'était celle de Vera. Je l'ai ouverte lentement, non par curiosité, mais par prudence. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier. Pas de salutation, pas de formule de politesse, juste 5 mots dans sa cursive élégante inimitable, j'ai eu tort. Je t'ai perdu. Il n'y avait pas d'excuse. Pas vraiment. Aucune tentative de coordonner, aucune supplique de suivi, juste ça. Et d'une certaine manière, cela a frappé plus fort que n'importe lequel de ces messages vocaux hurlants ou de ces coups bas juridiques. Je suis resté assise avec ça pendant un moment. Puis je me suis levé, je suis allé vers le journal toujours posé sur mon étagère, le même que j'avais lu à côté du lit d'hôpital de papa, et j'ai glissé la note à l'intérieur de la couverture arrière. Pas de cérémonie, pas de conclusion. Elle n'avait pas sa place dans une poubelle, mais elle n'avait pas non plus sa place sur mon mur. Plus tard dans la semaine, j'ai de nouveau visité le jardin. L'arbre avait perdu la plupart de ses feuilles. Son écorce était plus sombre maintenant, humide de la pluie d'hiver. En dessous, la plaque avec le nom de papa était toujours propre, les lettres fermes. Quelqu'un avait placé une carte plastifiée à côté de la plaque. Je me suis penché pour la lire. Tu as été aimé, même quand on t'a oublié. Il n'y avait pas de signature, personne aux alentours, juste ce message planté dans le sol avec soin. Je n'ai pas pleuré. Au lieu de cela, je me suis assise un moment sur le banc en bois voisin, respirant l'air humide et l'odeur des buissons de romarin à proximité. Quand je suis rentré à la maison, j'ai fait bouillir de l'eau pour le thé et je me suis dirigé vers la cuisine. En attrapant l'armoire, j'ai remarqué quelque chose de nouveau collé sur le réfrigérateur. Une note adhésive jaune, l'écriture était la mienne. Mais les mots étaient venus spontanément, écrits lors d'un moment de calme la nuit précédente. Aimer bruyamment. Protéger silencieusement. Partez quand il est temps. J'ai passé mon doigt le long du bord du papier, puis je l'ai laissé où il était. Il n'avait pas besoin d'être profond. Il avait juste besoin d'être vrai. Et dans cette cuisine calme, à côté de la veste qui serait toujours la sienne, j'ai senti quelque chose changer. Pas une guérison spectaculaire, pas une grande libération, juste une respiration, une profonde. Une que je n'avais plus besoin de retenir. Parfois, la famille n'est pas celle qui partage votre sang, c'est celle qui se présente quand cela compte. L'histoire de Maya nous rappelle que l'amour sans respect n'est que de la manipulation déguisée. Vous êtes-vous déjà senti comme l'invisible dans votre propre famille? Qu'auriez-vous fait à sa place? Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de récits authentiques qui touchent en profondeur et disent la vérité. Votre voix compte ici.